Tu cherches à comprendre alors que tout commence quand tu ressens. Ce n'est pas un don, c'est une présence et elle est déjà en toi. Le magnétisme commence toujours par la présence. Bonjour à toi qui cherche sans toujours comprendre. Depuis plusieurs années maintenant, j'entends toujours la même phrase. Peut-être même que tu l'as déjà prononcée toi-même. Nicolas, je ressens quelque chose dans mes mains. Nicolas, je ressens parfois les émotions des autres. Nicolas, certains lieux me mettent mal à l'aise. Nicolas, il m'est arrivé de soulager un proche. Puis, presque toujours arrive la même conclusion. Mais je ne me sens pas légitime. Cette phrase, je l'ai entendue des centaines de fois. Et plus les années passent, plus je suis convaincu d'une chose. Le véritable obstacle au magnétisme n'est pas toujours l'absence de capacité. Très souvent, c'est la peur. La peur de se tromper, la peur du jugement, la peur d'être ridicule, la peur d'assumer ce que l'on ressent. Alors, aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps, pas juste 5 minutes, pas 10 minutes non plus, mais j'aimerais véritablement prendre le temps d'explorer ensemble ce que le magnétisme est concrètement. Son histoire, ses racines, ses réalités, ses limites, ses difficultés et surtout, cette question: pourquoi certaines personnes ressentent un appel profond depuis des années sans jamais oser faire le premier pas? Alors, avant d'aller plus loin, il faut déjà répondre à une question essentielle. Qu'est-ce que le magnétisme? Oui, car aujourd'hui, le mot est utilisé partout, parfois à tort, parfois à raison, et souvent, sans être réellement défini. Alors, pour certains, le magnétisme est un don, pour d'autres, c'est une croyance, pour d'autres encore, c'est une pratique énergétique seulement. Bref. Personnellement, après des années d'accompagnement, je définirais le magnétisme beaucoup plus simplement. Le magnétisme est une capacité à accompagner le vivant. Il ne s'agit pas de super pouvoir, il ne s'agit pas de magie, il ne s'agit pas d'une capacité réservée à quelques élus. Le magnétisme est avant tout une relation. Et pour moi, c'est une relation avant tout avec soi-même. Une relation aussi à l'autre, une relation au vivant, une relation à la présence. Et c'est là que beaucoup se trompent. Parce que ils cherchent immédiatement une technique. Ils cherchent une méthode. Ils cherchent une passe, ils cherchent un protocole. Alors que la première chose à développer est souvent beaucoup plus simple. C'est la qualité de présence. C'est être réellement là, c'est écouter, c'est observer. C'est ressentir, c'est accueillir ce qu'il se passe. Dans notre société actuelle, nous sommes souvent partout, sauf dans l'instant présent. Nous pensons à demain, nous ressassons hier. Nous sommes absorbés par les écrans. Nous sommes absorbés par les obligations, par les inquiétudes, et pourtant, le magnétisme commence précisément lorsque l'on revient ici et maintenant dans ce qui est. Et c'est pour cette raison que j'aime rappeler une phrase qui résume profondément ma vision du magnétisme. Le magnétisme ne commence pas dans les mains, il commence dans la présence. Cette phrase peut sembler simple, mais elle contient une profondeur immense. Parce qu'avant même de vouloir transmettre quelque chose à quelqu'un d'autre, encore faut-il être présent à soi-même. Et c'est souvent là que commence le véritable travail. Beaucoup de personnes veulent apprendre à magnétiser, mais peu acceptent d'apprendre à se rencontrer elles-mêmes. Et pourtant, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble tout au long de cette vidéo. Pour comprendre le magnétisme, il faut parfois remonter très loin dans le temps. Beaucoup plus loin que les écoles modernes, beaucoup plus loin que les réseaux sociaux, beaucoup plus loin même que le mot magnétisme. Car bien avant que ce terme n'existe, des hommes et des femmes pratiquaient déjà ce que nous appelons aujourd'hui l'imposition des mains. Depuis des millénaires, l'humanité a observé quelque chose d'étrange. Le simple contact d'une personne pouvait parfois apaiser, parfois soulager, parfois réconforter, calmer, parfois aussi redonner de l'espoir. Et dans pratiquement toutes les civilisations, on retrouve des traces de ces pratiques. On les retrouve chez les Égyptiens, chez les Grecs, chez les Hébreux. Dans certaines traditions orientales, on les retrouve aussi chez les guérisseurs populaires de nos campagnes. Alors le vocabulaire change, les croyances changent, les explications changent, mais le geste demeure. La main posée, la présence, l'intention, le soin. Et c'est là quelque chose de fascinant. Parce que au final, lorsque des peuples séparés par des milliers de kilomètres et parfois des milliers d'années développent spontanément des pratiques similaires, cela mérite au moins d'être observé avec attention. Dans la tradition judéo-chrétienne, l'imposition des mains occupe aussi une place centrale. On la retrouve dans l'Ancien Testament, on la retrouve chez les prophètes.
On la retrouve dans les bénédictions, on la retrouve dans certaines transmissions spirituelles. Puis après vient le Christ. Et là, les évangiles sont remplis de récits où le geste, la parole et la présence sont intimement liés. Oui, parce que Jésus touche. Jésus impose les mains. Jésus relève. Jésus bénit. Et les apôtres poursuivront ensuite cette tradition. Puis ensuite viendront les premiers chrétiens. Puis les religieux, puis les guérisseurs populaires, puis les coupeurs de feu, puis une multitude d'hommes et de femmes anonymes qui finalement transmettront ces gestes de génération en génération. Alors pendant longtemps, ces pratiques resteront essentiellement populaires. Puis arrive une figure incontournable lorsque l'on parle du magnétisme moderne. Franz Anton Mesmer. Mesmer, médecin allemand du XVIIIe siècle, développe ce qu'il appellera le magnétisme animal. Alors aujourd'hui encore, son nom suscite des débats. Certains le considèrent comme un précurseur, d'autres le considèrent comme un personnage controversé, mais une chose est certaine, il a profondément marqué l'histoire du magnétisme. Mesmer pensait qu'un fluide universel parcourait les êtres vivants. Et selon lui, certaines perturbations de ce fil pouvaient être associées à différents troubles. Ces théories seront discutées, contestées, critiquées, mais elles ouvriront une réflexion nouvelle sur la relation entre le praticien et la personne accompagnée. Parmi ses élèves figure le marquis de Puységur. Et c'est souvent à ce moment-là que l'histoire devient particulièrement intéressante. Oui, car Puységur observe que le plus important n'est peut-être pas le fluide lui-même, mais l'état dans lequel se trouve la personne, l'état de qualité de relation, l'écoute, la présence. Autrement dit, certaines intuitions commencent déjà à apparaître à ce niveau-là. Des intuitions qui résonnent encore aujourd'hui. Puis, le magnétisme continue son chemin. Parfois dans les salons, parfois dans les campagnes, parfois dans les familles, parfois aussi dans les traditions religieuses, parfois simplement dans les cabinets, et finalement, il arrive jusqu'à nous. Mais il y a une chose importante à comprendre. Le magnétisme n'a jamais été une discipline totalement uniforme. D'ailleurs, il existe de nombreuses écoles. Il existe de nombreuses approches. Il existe de nombreuses sensibilités, j'ai envie de dire. Certains parlent d'énergie purement, d'autres parlent de vitalité, d'autres encore parlent de présence. Personnellement, avec les années, je suis devenu prudent avec les certitudes. Parce qu'au fond, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de convaincre. Ce qui m'intéresse, c'est d'observer, c'est d'expérimenter, c'est de transmettre ce que l'expérience du terrain m'a appris. Et ce que le terrain m'a appris est simple. La qualité du praticien compte souvent davantage que la technique qu'il utilise. Deux personnes peuvent réaliser exactement la même passe magnétique, le même protocole, faire exactement le même geste, réciter les mêmes prières et pourtant, elles peuvent obtenir des résultats totalement différents. Pourquoi ? Parce qu'entre les deux se trouve quelque chose d'invisible. Cette chose invisible, c'est la présence, l'attention, l'écoute, l'intention, simplement la qualité d'être. Et c'est précisément pour cette raison que l'histoire du magnétisme ne se résume pas à une succession de techniques. C'est aussi une histoire humaine, une histoire de transmission, une histoire de relation, une histoire de présence. Et avant même de parler des ressentis, ou des passes magnétiques, ou encore des phénomènes énergétiques, il me semblait important de revenir à ces racines précisément. Car lorsqu'on oublie d'où vient une tradition, on finit souvent par ne plus comprendre ce qu'elle cherche réellement à transmettre. Et c'est là l'important. Alors, lorsqu'on commence à étudier le magnétisme, on découvre rapidement que nous ne sommes pas les premiers à nous poser ces questions. Bien avant nous, d'autres hommes et d'autres femmes ont exploré ces chemins. Franz Anton Mesmer est souvent présenté comme le père du magnétisme moderne. Ses travaux ont ouvert de nombreuses réflexions, puis après vient le marquis de Puységur, qui lui apportera une vision différente, plus centrée sur l'observation de l'être humain. Mais en France, d'autres noms marqueront aussi profondément cette histoire. Nous avons le baron du Potet, nous avons Hector d'Urville, nous avons Maître Philippe de Lyon, et bien sûr l'abbé Julliot. Mais ce qui me touche chez ces figures,
ce n'est pas uniquement leur savoir, c'est leur engagement, c'est le temps qu'ils ont consacré à observer, à expérimenter, à transmettre. À leur manière, ils nous rappellent que le magnétisme est avant tout une tradition vivante, qu'il est une transmission, un héritage. Et chaque génération, finalement, a la responsabilité de transmettre ce qu'elle a reçu sans le dénaturer. Maintenant que nous avons parlé des origines du magnétisme, j'aimerais aborder quelque chose de beaucoup plus concret. Les passes magnétiques, l'imposition des mains, les gestes et les techniques, car lorsqu'une personne découvre le magnétisme, eh bien, c'est souvent ce qu'elle cherche en premier. Elle veut savoir où placer ses mains, comment faire circuler l'énergie, combien de temps intervenir, quelle passe réaliser, comment savoir si finalement elle fait correctement les choses. Et c'est parfaitement normal. Nous avons tous commencé quelque part. Mais j'ai envie de dire qu'il existe un piège dans lequel tombent énormément de débutants. Oui, ils pensent que le geste produit l'effet. Or, avec les années, je suis arrivé à une conclusion différente. Oui, le geste est important, mais non, il n'est pas l'essentiel. Le geste est un support. Le geste est un langage. Le geste est un outil. Mais ce n'est pas lui qui fait tout. Prenons un exemple simple. Imaginez deux personnes qui réalisent exactement la même technique, la même passe magnétique, le même mouvement, la même vitesse, ce sur la même durée. Et pourtant, l'expérience vécue par la personne accompagnée peut être totalement différente. Pourquoi? Eh bien, parce que derrière le geste se cache l'être humain, se cache aussi sa qualité de présence, son attention, son calme, son intention, se cache aussi son état intérieur. Et c'est exactement la même chose qu'avec une poignée de main. Tout le monde sait serrer une main, mais certaines poignées de main, eh bien, sont mécaniques. Et d'autres, eh bien, dégagent immédiatement quelque chose de profondément humain. La différence ne vient pas du geste. Nous sommes d'accord. Elle vient de la personne elle-même. Et il en est souvent de même dans le magnétisme. Parlons maintenant de l'imposition des mains. Par exemple, l'imposition des mains est probablement l'un des gestes les plus anciens de l'histoire du soin. On le retrouve dans les traditions religieuses, dans les traditions aussi populaires, dans les traditions initiatiques, dans les traditions familiales. D'ailleurs, combien de mères ont spontanément posé leurs mains sur le front d'un enfant malade? Combien de personnes posent instinctivement leurs mains sur une épaule pour réconforter quelqu'un? Combien de fois encore avons-nous vu ce geste apparaître naturellement sans même y réfléchir? Pourquoi? Eh bien parce que le contact est profondément humain. Nous sommes des êtres de relation, des êtres de contact. Nous sommes des êtres de présence. Et parfois, eh bien, une présence sincère vaut davantage que de longs discours. Dans le magnétisme thérapeutique, l'imposition des mains prend une dimension particulière. Elle devient consciente, elle devient intentionnelle, elle devient structurée, mais elle reste fondamentalement un acte de présence quelque part. Puis viennent les passes magnétiques. Certaines sont longues, d'autres courtes. Certaines sont descendantes, d'autres remontantes. Certaines sont destinées à apaiser, d'autres à stimuler. Certaines aussi servent à harmoniser, d'autres à dégager. Mais là encore, je voudrais insister sur quelque chose d'essentiel. Une passe n'est pas une formule magique. Une passe n'est pas une baguette miraculeuse. Une passe est un moyen, c'est pas une fin. Et c'est souvent là que le débutant se trompe. Oui, car il pense que s'il fait le bon geste, eh bien, cela fonctionnera. Alors, il cherche. Il cherche la technique parfaite. Il cherche le protocole parfait. Il cherche le mouvement parfait. Alors qu'en réalité, eh bien, le véritable travail commence souvent bien avant les mains. Il commence dans la qualité de présence. Il commence dans l'écoute, dans l'observation, dans la capacité à comprendre ce qui se joue chez l'autre. J'aimerais également aborder une autre question que l'on me pose souvent. Les ressentis, la chaleur, le froid, les picotements, les fourmillements.
les sensations de circulation, les pulsations dites énergétiques, les sensations de densité, les perceptions intuitives, oui, ces phénomènes existent. Oui, de nombreuses personnes les vivent. Oui, ils peuvent constituer des indicateurs intéressants, mais attention. Attention, ils ne doivent jamais devenir une obsession. Car beaucoup de débutants tombent encore dans un autre piège. Ils pensent que plus ils ressentent, meilleur sera leur magnétisme. Or, c'est pas forcément vrai. Certaines personnes ressentent énormément, hein, ça c'est une vérité, et pourtant elles restent incapables d'accompagner efficacement quelqu'un. D'autres ressentent relativement peu, mais elles développent une présence remarquable. Avec les années, j'ai compris que les ressentis sont des informations, pas des trophées, pas des preuves de valeur de quoi que ce soit. C'est pas non plus des médailles spirituelles, hein. C'est simplement des informations, des éléments d'observation, des indications parmi d'autres. Le danger apparaît lorsque l'on commence à chercher les ressentis pour eux-mêmes. Le danger est là lorsque l'on veut absolument sentir quelque chose, lorsque l'on devient dépendant de ces sensations, lorsque l'on mesure sa valeur aussi à la qualité de phénomènes que l'on perçoit. Et c'est souvent à ce moment-là que l'on s'éloigne du véritable travail. Car le véritable travail ne consiste pas à accumuler des expériences extraordinaires, non. Il consiste juste à devenir progressivement plus présent, plus stable, plus lucide, plus humble, plus cohérent. Et c'est précisément cette cohérence qui manque parfois aux débutants, parce qu'il veut apprendre à aider les autres avant même d'avoir appris à s'écouter lui-même. Il veut transmettre avant d'avoir intégré, il veut pratiquer avant d'avoir observé, il veut guider avant d'avoir marché. Pourtant, chaque étape a son importance. Et justement, c'est ce cheminement progressif qui transforme peu à peu une simple sensibilité en véritable pratique. Oui, car ressentir quelque chose peut être le commencement, mais devenir magnétiseur demande beaucoup plus que cela. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans la suite de cette vidéo. Lorsque l'on parle d'imposition des mains, il est impossible d'ignorer l'héritage chrétien. Dans les évangiles, ce geste revient constamment. Encore une fois, le Christ touche, le Christ relève, le Christ bénit, les apôtres feront de même. Puis après les premiers chrétiens, puis les religieux, puis les guérisseurs populaires. Pendant des siècles, dans nos campagnes françaises, des hommes et des femmes ont continué à pratiquer des bénédictions, des prières, des impositions des mains et des soins traditionnels. Pour ma part, je m'inscris dans cette continuité. Non pas dans une logique de pouvoir, mais dans une logique de service. Car plus les années passent, et plus je suis convaincu que le véritable magnétiseur n'est pas celui qui cherche à briller. C'est celui qui cherche à servir, celui qui cherche à soulager, celui qui cherche à accompagner, celui qui cherche à apporter finalement un peu plus de paix, de présence et de lumière autour de lui. Et cette vision, change profondément la manière de pratiquer également. Depuis plusieurs années, j'accompagne des personnes qui me racontent souvent la même histoire. Et ce qui est fascinant, c'est que ces personnes ont parfois des parcours totalement différents. Certaines sont infirmières, d'autres sont artisans, d'autres encore sont chefs d'entreprise, d'autres des retraités, des mères de famille, des politiciens aussi, des employés, des cadres. Peu importe leur métier, peu importe leur âge, peu importe leur histoire, au bout d'un moment, une phrase revient presque toujours. Nicolas, ça fait des années que je ressens certaines choses. Et lorsque je leur demande depuis combien de temps, les réponses sont parfois surprenantes. 10 ans, 20 ans, 30 ans, parfois même depuis l'enfance. Elles ressentent l'ambiance d'un lieu. Elles ressentent les émotions des autres, elles ressentent une chaleur dans les mains, elles ressentent une capacité à apaiser, une intuition particulière, et pourtant elles n'ont jamais osé aller plus loin. Pourquoi ? Parce qu'entre le ressenti et le passage à l'action, se trouve souvent un mur invisible. Ce mur invisible s'appelle le doute. Le doute est probablement l'un des plus grands freins dans le développement du magnétisme. Et pas seulement du magnétisme d'ailleurs, dans la vie en général. Car très souvent, nous attendons une certitude absolue d'avancer.
Nous voulons être sûrs de ne pas nous tromper. Nous voulons être sûrs d'être légitimes, sûrs d'avoir raison, sûrs que cela fonctionnera quelque part. Mais le problème, c'est que cette certitude n'arrive presque jamais. Personne ne se sent totalement prêt, personne ne se sent totalement légitime, personne ne se sent totalement à la hauteur. Et ceux qui prétendent le contraire, sont souvent ceux dont il faut le plus se méfier. Car, encore une fois, plus j'avance dans ce domaine, et plus je constate une chose étrange. Les personnes les plus souvent prudentes, sont souvent celles qui possèdent le plus de discernement. Alors que les personnes qui affirment tout savoir immédiatement sont parfois celles qui ont le moins travaillé sur elles-mêmes. Mais il existe aussi une autre difficulté. Il existe le regard des autres. Combien de personnes ont entendu dans leur enfance « Tu imagines, tu es trop sensible, tu te fais des idées, arrête de croire à ça, mais non, c'est pas sérieux ». À force d'entendre ces phrases, beaucoup apprennent à se couper d'une partie de leur expérience. Non pas parce qu'elle est forcément vraie, mais parce qu'elle devient impossible à exprimer. Alors elles se taisent. Et pendant des années, parfois pendant même des décennies, elles se taisent. Et lorsqu'elles arrivent un jour dans une formation, dans un cabinet, elles découvrent quelque chose de bouleversant. Elles découvrent qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne sont pas folles, qu'elles ne sont pas anormales, qu'elles ne sont pas les seules à avoir vécu certaines expériences. Et cela change énormément de choses. Mais il existe encore un piège. Un piège plus subtil. Ce piège, c'est le syndrome de l'imposteur. Vous savez, cette petite voix intérieure qui vous murmure. Mais qui suis-je pour faire cela ? Qui suis-je pour finalement me prétendre aider les autres ? Qui suis-je pour me former ? Est-ce que je mérite ? Est-ce que je suis à ma place ? Qui suis-je pour pratiquer finalement aussi ? Et cette voix, je crois que pratiquement tous les praticiens sincères l'ont rencontré un jour. Et je vais vous dire quelque chose qui surprend parfois. Je ne pense pas, honnêtement, qu'il faille complètement faire disparaître cette voix. Parce que une partie de cette voix contient parfois une forme d'humilité. Elle nous rappelle nos limites. Elle nous rappelle que nous avons encore à apprendre. Elle nous rappelle que nous ne savons pas tout. Et le problème, apparaît lorsque cette voix devient un tyran intérieur, lorsqu'elle nous empêche d'avancer, lorsqu'elle nous empêche d'apprendre, lorsqu'elle nous empêche même de commencer finalement. Et c'est là que beaucoup restent bloqués pendant des années. Ils attendent d'être légitimes pour agir. Alors qu'en réalité, non. Non. C'est souvent l'action qui construit progressivement la légitimité. On ne devient pas légitime un matin en se réveillant. Ça n'existe pas. La légitimité se construit. Elle se construit par le travail, elle se construit par l'expérience, elle se construit aussi par les erreurs, par les prises de conscience, par les réussites, par les remises en question, par le temps également. Oui, c'est un chemin. C'est pas un diplôme, c'est pas un certificat, c'est pas une étiquette, c'est un chemin. Et c'est précisément pour cette raison que tant de personnes restent bloquées. Parce qu'elles cherchent une autorisation extérieure. Alors qu'en réalité, le premier pas dépend souvent d'une décision intérieure. La décision d'accepter d'apprendre, la décision d'accepter de ne pas tout savoir, la décision d'accepter de commencer humblement, la décision d'accepter d'être débutant. Et je crois profondément que c'est là que commence le véritable chemin. Non pas lorsque l'on sait, mais lorsque l'on accepte enfin de marcher sur ce chemin. Car au fond, le véritable obstacle n'est pas toujours l'absence de capacité. Très souvent, c'est la peur d'assumer ce qui cherche déjà à s'exprimer en nous. Et cette peur, nous l'avons presque tous rencontrée un jour ou l'autre. L'une des plus grandes erreurs consiste à croire que le magnétisme est réservé à quelques élus. Combien de fois j'ai entendu « moi je n'ai pas de don ».
Pourtant, la question n'est pas là. Une autre croyance consiste à penser qu'il faut absolument voir les auras, par exemple, ou bien ressentir énormément de choses, ou vivre des phénomènes extraordinaires. Alors oui, ces expériences peuvent exister, mais non. Non, elles ne constituent pas le cœur du magnétisme. D'autres encore pensent qu'il suffit d'apprendre quelques gestes, quelques protocoles, quelques prières, quelques techniques, et là encore c'est insuffisant. Parce que le magnétisme en fait est une rencontre. Le magnétisme est une relation, une qualité de présence, une cohérence intérieure. Et c'est souvent cette partie invisible qui fait toute la différence. Alors à ce stade de la vidéo, certaines personnes pourraient se dire « D'accord Nicolas, je comprends mieux le magnétisme, je comprends mieux pourquoi certaines personnes n'osent jamais pratiquer, ok, je comprends mieux la question de légitimité, mais alors une question se pose naturellement. Qu'est-ce qui permet réellement de construire une pratique solide? Qu'est-ce qui permet à une personne de passer progressivement du simple ressenti à une pratique cohérente et équilibrée? Eh bien, pour répondre à cette question, j'aimerais revenir sur quelque chose dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Les 4 grands piliers du magnétisme. Le physique, l'émotionnel, l'énergétique et le spirituel. Et je vais vous dire quelque chose qui surprend souvent. Lorsque l'un de ces 4 piliers s'effondre, eh bien, c'est toute la pratique qui finit généralement par se fragiliser. Parce que le magnétisme, en fait, n'est pas une technique isolée. C'est un ensemble, c'est une cohérence, c'est une manière d'habiter sa vie. Commençons par le premier pilier, le physique. On parle souvent d'énergie, on parle souvent de chakra, on parle souvent de ressenti. Mais on oublie parfois le plus évident. Nous vivons dans un corps. Le corps est notre premier outil, notre premier temple. Il est notre premier véhicule. Et si vous manquez, par exemple, constamment de sommeil, si vous êtes épuisé en permanence, si vous vivez dans un état de tension chronique, si vous ne respirez jamais profondément, si vous êtes coupé de votre corps, eh bien alors, votre pratique finira tôt ou tard par en subir les conséquences. Le physique n'est pas séparé de l'énergétique. Il en fait partie. Un magnétiseur n'est pas un esprit flottant au-dessus du sol. Un magnétiseur est un être incarné, un être ancré dans la matière, un être présent dans son corps, présent dans sa respiration, présent dans sa vie. Puis vient le deuxième pilier, l'émotionnel. Et celui-là est souvent sous-estimé parce que il est beaucoup plus facile d'apprendre une passe magnétique que d'affronter certaines blessures intérieures. Il est beaucoup plus facile de vouloir aider les autres que de regarder honnêtement ce qui se passe en soi. Pourtant, nos émotions influencent profondément notre manière d'accompagner. Nos peurs, nos colères, nos frustrations, nos blessures, nos attentes, nos besoins de reconnaissance. Eh bien, tout cela peut venir interférer avec notre pratique. Et c'est pour cette raison qu'un travail de connaissance de soi est indispensable avant de pratiquer. Pas pour devenir parfait, mais pour devenir plus lucide, plus conscient, plus équilibré. Puis vient le troisième pilier, l'énergétique. C'est souvent celui qui attire le plus. Les ressentis, les passes, les chakras, l'aura, les harmonisations, les dégagements, les perceptions invisibles. Tout cela fait partie de la pratique. Et oui, il est important de développer sa sensibilité, bien évidemment. Il est important d'apprendre à observer, d'apprendre à ressentir, d'apprendre dans l'expérience. Mais attention, l'énergétique ne doit jamais devenir une fuite, ni une compensation, ou bien une obsession. Parce que plus l'on avance, plus on comprend que les phénomènes les plus spectaculaires ne sont pas forcément les plus importants. La profondeur est souvent discrète. La profondeur est souvent silencieuse, simple. Puis arrive le quatrième pilier, le spirituel. Et c'est là probablement
le plus mal compris. Le spirituel ne signifie pas forcément religion. Le spirituel ne signifie pas accumulation de croyances. Le spirituel est avant tout une recherche de sens, une quête de vérité, une relation à quelque chose qui nous dépasse, une capacité à reconnaître que nous ne sommes pas le centre du monde. Pour ma part, cette dimension est profondément liée à ma foi, à la prière, à l'humilité, à la conscience que nous sommes des instruments bien plus que des propriétaires de ce que nous transmettons. Et c'est précisément ici que se joue quelque chose d'essentiel, la cohérence. Parce qu'au fond, la véritable question n'est pas « est-ce que je ressens quelque chose ?» La véritable question est « est-ce que ma manière de vivre est en accord avec ce que je prétends transmettre ?» Si je parle de paix, mais que je nourris constamment le conflit. Si je parle d'équilibre, mais que ma vie est entièrement déséquilibrée. Si je parle de présence, mais que je suis absent à moi-même, eh bien alors une forme de dissociation apparaît. Et les personnes, eh bien, le ressentent. Parfois sans pouvoir l'expliquer. Et c'est pourquoi je crois qu'un magnétiseur ne se construit pas seulement dans une salle de formation. Il se construit simplement dans sa vie au quotidien. Il se construit dans ses choix, dans ses remises en question. Il se construit dans sa capacité à progresser finalement, sur lui-même, dans sa capacité à rester humble. Parce qu'au fond, la pratique du magnétisme ne consiste pas seulement à apprendre des techniques. Elle consiste aussi à devenir progressivement la personne capable de les utiliser avec justesse. Et cette nuance change absolument tout, car la véritable légitimité ne naît pas uniquement de ce que l'on sait faire, elle naît peu à peu de l'accord entre ce que l'on vit et ce que l'on transmet. Si je pouvais revenir en arrière et parler au Nicolas qui débutait, eh bien je lui dirais plusieurs choses. Je lui dirais d'arrêter de chercher constamment des preuves. Je lui dirais que tout ne se mesure pas immédiatement. Je lui dirais que les ressentis vont évoluer. Je lui dirais que certaines périodes seront riches et que d'autres sembleront plus silencieuses. Je lui dirais également qu'il n'a pas besoin de tout comprendre tout de suite et qu'il a le droit d'apprendre, qu'il a le droit de se tromper, qu'il a le droit de progresser. Et surtout, je lui dirais que le plus grand travail ne se situe pas dans les mains, il se situe dans l'être humain qui utilise ses mains. Car avec le temps, eh bien, j'ai compris que le véritable chemin du magnétisme est aussi un chemin de transformation personnelle. Lorsque l'on commence à s'intéresser au magnétisme, eh bien, il existe souvent un moment particulier. Un moment où l'on passe de la théorie à la pratique. Et je peux vous assurer que ce moment-là est rarement aussi simple qu'on l'imagine. Parce qu'avant de pratiquer sur des consultants, avant d'accompagner des personnes que l'on ne connaît pas, eh bien la plupart du temps, nous commençons par notre entourage. Nous commençons par notre conjoint, par nos enfants, par nos parents, par nos amis, nos collègues de travail aussi. Et c'est souvent là que commencent les premières interrogations. C'est souvent là que commencent les premiers doutes, ou les premières joies, mais aussi les premières difficultés. Je me souviens de nombreuses personnes qui me disaient « Nicolas, j'ai essayé sur mon conjoint, j'ai essayé sur un ami, j'ai essayé sur ma mère », puis elles ajoutaient « mais je ne sais pas si j'ai vraiment fait quelque chose. Je ne sais pas si ça a vraiment agi. » Et c'est parfaitement normal, parce que lorsque l'on débute, eh bien, on cherche constamment des preuves. On veut savoir, on veut mesurer, on veut être certain. On veut une confirmation quasi immédiate, spontanée. Le problème, c'est que le magnétisme ne fonctionne pas toujours comme cela. Parfois, la personne ressent quelque chose, parfois non. Parfois, elle constate un mieux-être, et parfois, il ne se passe rien de visible immédiatement. Et c'est souvent là, eh bien, que le doute apparaît.
Peut-être que je n'ai aucun ressenti, peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Peut-être que je me trompe complètement aussi, se dit-on. Et pourtant, cette période fait partie intégrante de l'apprentissage. Oui, parce qu'elle nous oblige à développer quelque chose de précieux. L'observation, l'écoute, la patience, l'humilité. Il existe également une autre difficulté à travers cela aussi. Pratiquer sur ses proches n'est pas toujours plus facile, bien au contraire, parce que l'affectif entre en jeu. Nous voulons tellement que cela fonctionne, nous voulons tellement bien faire, nous voulons tellement aider, nous voulons tellement soulager que nous devenons parfois moins objectifs. Nous devenons moins disponibles, moins présents. L'émotion prend la place de l'observation. Et c'est humain. Et c'est pour cette raison que de nombreux praticiens expérimentés vous diront qu'il est parfois plus difficile d'accompagner un proche qu'un parfait inconnu. Puis viennent les attentes des autres, mais aussi les nôtres. Et cela peut devenir un piège également. Car lorsque quelqu'un vous dit « tu peux m'aider, tu peux me faire quelque chose, tu peux me soulager », en fait, il est facile de ressentir une pression, il est facile de ressentir une forme de responsabilité, une envie de bien faire aussi, une peur de décevoir, et parfois même une peur de l'échec total. Et pourtant, il faut comprendre une chose essentielle. Vous n'êtes pas là pour prouver quoi que ce soit. Vous n'êtes pas là pour impressionner les autres, vous n'êtes pas là pour démontrer un certain pouvoir. Non, vous êtes là pour accompagner, pour offrir une présence, pour proposer un travail, un accompagnement, pour mettre en œuvre ce que vous avez appris. Et le résultat ne vous appartient jamais totalement. Cette compréhension change énormément de choses, parce qu'elle permet de sortir de la performance. Et lorsque l'on sort de la performance, eh bien, quelque chose se détend. La présence devient plus authentique à ce moment-là. L'écoute devient plus profonde. La pratique devient plus juste, plus fluide. Avec les années, j'ai également constaté une autre réalité. Beaucoup de personnes abandonnent trop tôt. Elles réalisent quelques séances et puis elles doutent. Elles rencontrent une difficulté, elles vivent un échec et puis elles concluent. Elles concluent, ce n'est pas pour moi. Alors qu'en réalité, elles traversaient simplement une étape normale de l'apprentissage. Pensez à n'importe quelle discipline. Pensez à la musique, au dessin, au sport, à la méditation. Personne ne maîtrise ces domaines en quelques jours. Alors pourquoi en serait-il autrement pour le magnétisme? La pratique demande du temps. La pratique demande de l'expérience, des observations, des ajustements, des remises en question et parfois même des erreurs. Oui, des erreurs. Parce que l'erreur fait partie du chemin, à condition d'avoir l'humilité d'en tirer des enseignements. L'un des plus grands pièges consiste à vouloir paraître compétent trop vite, à vouloir paraître expérimenté trop tôt, à vouloir apparaître comme un thérapeute accompli alors que l'on est encore en train d'apprendre. L'humilité protège énormément. Elle permet de continuer à évoluer, à observer, à progresser. Et finalement, c'est souvent cette même humilité qui devient l'une des plus grandes forces du praticien. Car plus on avance et plus on comprend une chose, le magnétisme n'est pas une démonstration. Le magnétisme est une rencontre. Une rencontre avec l'autre, mais aussi une rencontre avec soi-même. Et cette rencontre, eh bien, elle demande du temps. Elle demande de la patience, elle demande du travail. Et elle demande beaucoup de sincérité. Et c'est précisément pour cela que tant de personnes découvrent que le véritable chemin du magnétisme n'est pas seulement un apprentissage de technique, c'est aussi un chemin de transformation intérieure. Alors la question, est-ce que tout le monde peut apprendre le magnétisme? Je pense que beaucoup plus de personnes qu'on ne l'imagine peuvent développer certaines capacités d'observation, de présence et de ressenti. Peut-on pratiquer sur sa famille? Oui, mais c'est souvent plus difficile qu'on ne le croit à
cause de l'affectif. Pourquoi je ne ressens rien? Eh bien, parce que parfois les attentes sont trop fortes. Parce que parfois, l'attention est tournée vers le résultat plutôt que, encore une fois, vers l'observation. Parce que parfois, le ressenti évolue avec le temps. Peut-on se magnétiser soi-même? Oui, dans une certaine mesure, j'ai envie de dire. Par la respiration, par la présence, encore une fois, par certaines pratiques adaptées. Mais, comme dans beaucoup de domaines, le regard extérieur reste parfois précieux. Et surtout, souvenez-vous qu'il n'existe pas une seule manière de vivre ou d'approcher le magnétisme. Après tout ce que nous avons vu ensemble, nous pouvons maintenant revenir à la question qui traverse cette vidéo depuis le début. La légitimité. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une question de magnétisme, c'est une question profondément humaine, j'ai envie de dire. D'ailleurs, combien de personnes repoussent leurs projets? Combien de personnes retardent leurs rêves? Combien de personnes attendent le moment parfait? Combien de personnes se disent « je ne suis pas prêt, je ne suis pas assez formé, je ne suis pas assez compétent, tout bonnement je ne suis pas légitime ». Et pourtant, à quel moment devient-on réellement légitime? Est-ce qu'on devient légitime réellement après avoir lu un livre, après avoir effectué une formation, après avoir reçu un diplôme, après avoir réalisé 10 séances, 100 séances, 1000 séances? La vérité, c'est que la légitimité n'apparaît jamais d'un seul coup. Elle ne tombe pas du ciel, elle ne s'achète pas, elle ne s'imprime pas non plus sur un certificat. Elle se construit, et elle se construit jour après jour, séance après séance, expérience après expérience, prise de conscience après prise de conscience. Et c'est là que beaucoup se trompent, parce qu'ils cherchent la légitimité avant de commencer. Alors qu'en réalité, eh bien, elle se construit en marchant. J'ai rencontré des personnes qui possédaient plusieurs certifications, des personnes qui avaient lu des dizaines d'ouvrages, des personnes capables de réciter des protocoles entiers, et pourtant, eh bien, ces personnes n'osaient toujours pas pratiquer. Pourquoi? Eh bien, parce que le problème n'était pas le manque de connaissances. Non, le problème, il était ailleurs. Le problème, il était intérieur. Et à l'inverse, eh bien, j'ai rencontré des personnes beaucoup plus simples, beaucoup plus discrètes, parfois même très réservées. Mais ces personnes possédaient une qualité rare. La sincérité, la présence, l'écoute, l'humilité. Et ces qualités-là ne s'apprennent pas uniquement dans les livres. Non. Ces qualités se développent dans la vie. Il existe également un autre danger dont on parle peu. C'est le piège de l'ego. Parce que lorsque l'on commence à obtenir eh bien, certains résultats, lorsque des personnes nous remercient, lorsque l'on reçoit des compliments, lorsque l'on entend « vous m'avez beaucoup aidé », je vais mieux, vous m'avez soulagé, merci infiniment. Bon, il devient facile de commencer à croire que tout vient de nous. Et c'est souvent là que commencent les dérives. Car plus les années passent, et plus je suis convaincu d'une chose, au final. Un praticien sérieux ne devrait jamais oublier ses limites. Il devrait toujours garder une forme d'humilité face à ce qu'il ne comprend pas, face à ce qu'il ne maîtrise pas, face à ce qui le dépasse. L'humilité, c'est pas une faiblesse. Non, au contraire, l'humilité, c'est une protection. Et elle protège le praticien, mais elle protège également la personne accompagnée. Elle protège la relation. À l'inverse, eh bien, la certitude absolue est souvent dangereuse. D'ailleurs, méfiez-vous. Méfiez-vous des personnes qui prétendent tout savoir. Méfiez-vous des personnes qui ont une réponse à tout. Méfiez-vous des personnes qui promettent surtout des miracles. Méfiez-vous des personnes qui se présentent comme des êtres exceptionnels, des élus. Parce que plus un praticien avance, plus il découvre l'immensité de ce qu'il ignore encore. Et cela, eh bien, ça le rend généralement plus prudent. Cela le rend plus nuancé, plus attentif. Ça le rend plus humain. Et pour ma part, après toutes ces années, je ne crois pas que la légitimité repose
principalement sur les ressentis. Je ne crois pas qu'elle repose uniquement sur les diplômes, je ne crois pas qu'elle repose uniquement sur le temps de pratique, sur l'ancienneté. Je pense qu'elle repose sur autre chose. Je pense qu'elle repose sur la cohérence. La cohérence entre ce que l'on enseigne et ce que l'on vit. La cohérence entre ce que l'on montre et ce que l'on est. La cohérence entre les paroles et les actes. Oui, parce qu'au fond, eh bien, les gens perçoivent cette cohérence. Ils la perçoivent parfois inconsciemment. Ils sentent lorsque quelque chose sonne juste. Ils sentent lorsqu'une personne parle d'expérience plutôt que de théorie. Ils sentent lorsqu'une parole est incarnée. Et c'est précisément cette cohérence qui construit progressivement la confiance. Pas seulement la confiance des autres, mais aussi la confiance en soi. C'est la véritable légitimité n'est pas l'absence de doute. La véritable légitimité est la capacité d'avancer malgré certains doutes. La véritable légitimité est la capacité de continuer à apprendre. La capacité de rester ouvert, la capacité de rester humble, la capacité surtout de rester humain. Alors, si aujourd'hui vous ressentez certaines choses, si vous vous intéressez au magnétisme, si vous vous posez des questions depuis des années, ne cherchez peut-être pas à devenir légitime du jour au lendemain. Cherchez plutôt à avancer d'un pas, puis d'un autre, puis encore d'un autre. Car pour moi, c'est ainsi que tous les chemins se construisent. Et c'est ainsi que se construit également la véritable légitimité. Elle ne se construit pas dans l'attente. Elle se construit dans le mouvement. Elle ne se construit pas dans la certitude. Elle se construit dans l'expérience. Pas dans l'apparence, mais dans la cohérence. Et peut-être qu'un jour, eh bien, en regardant derrière vous, vous réaliserez que vous étiez déjà sur le chemin depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginiez finalement. Si vous m'aviez rencontré il y a plusieurs années, eh bien, vous auriez probablement vu quelqu'un qui cherchait beaucoup de réponses. Je cherchais à comprendre, je cherchais à ressentir, à expérimenter, je cherchais à apprendre. Et tout cela était nécessaire. Mais avec le temps, eh bien, quelque chose a changé. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus n'est plus spectaculaire. Ce n'est plus le phénomène, ce n'est plus l'extraordinaire. Ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus simple. Ce qui m'intéresse, eh bien, c'est la présence, l'écoute, le discernement, l'humilité, la cohérence. Oui, parce qu'au fond, ce sont ces qualités qui transforment réellement une pratique. Ce sont elles qui permettent d'accompagner avec justesse. Ce sont elles qui permettent de rester aligné. Et ce sont elles qui continuent à guider mon travail aujourd'hui. Car plus j'avance, et plus je réalise que le magnétisme n'est pas quelque chose que l'on possède. C'est un chemin que l'on parcourt. Un chemin qui nous invite sans cesse à devenir un peu plus présent, un peu plus conscient, et surtout un peu plus humain. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Et si vous êtes encore là, eh bien, j'aimerais vous remercier sincèrement. Parce que nous avons parcouru beaucoup de chemins ensemble. Nous avons parlé de l'histoire du magnétisme, nous avons parlé de l'imposition des mains, des passes magnétiques, des ressentis, des doutes. Nous avons parlé des peurs. Nous avons parlé de la légitimité. Nous avons parlé de la pratique, de l'humilité. Et peut-être que certaines choses ont résonné en vous. Peut-être que vous vous êtes reconnu dans certaines situations. Peut-être que vous avez repensé à des expériences que vous aviez mises de côté depuis longtemps. Peut-être même que vous avez retrouvé certaines questions que vous portiez depuis des années. Et si c'est le cas, eh bien, j'aimerais vous laisser avec une réflexion. Au fond, cette vidéo ne parle pas uniquement de magnétisme. Elle parle aussi de la manière dont nous répondons aux appels de notre vie. Combien de fois remettons-nous à plus tard ce qui nous attire profondément? Combien de fois attendons-nous d'être parfaitement prêts? Combien de fois cherchons-nous une autorisation extérieure pour commencer un chemin qui nous appelle déjà intérieurement?
La vérité, c'est qu'il n'existe probablement pas de moment parfait. Il existe simplement un moment où l'on décide d'avancer, un moment où l'on accepte d'apprendre, un moment où l'on accepte de ne pas tout savoir aussi, un moment où l'on accepte de faire un premier pas, puis un deuxième, puis encore un troisième. Et c'est ainsi que tous les chemins se construisent. Alors, si aujourd'hui vous ressentez certaines choses, si vous vous intéressez au magnétisme, si vous êtes simplement curieux, ne cherchez pas forcément des réponses définitives. Commencez peut-être par observer, par écouter, par expérimenter. Commencez par vous connaître davantage, car le véritable voyage commence souvent là, dans la rencontre avec soi-même, avant même la rencontre avec l'autre. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais également vous remercier pour quelque chose de très précieux. C'est votre présence. Votre présence, vos commentaires, vos messages, vos témoignages, également vos partages, car cette chaîne grandit grâce à vous. Et je suis profondément reconnaissant de voir qu'une communauté sincère se construit progressivement autour de ces sujets. Le magnétisme, la conscience, la présence, le discernement, la spiritualité, le développement de soi, et tout ce qui nous aide à mieux comprendre finalement l'être humain dans son ensemble. Alors, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, bien n'hésitez pas à la partager autour de vous. Partagez-la à une personne qui se pose des questions, à une personne qui ressent certaines choses sans oser en parler peut-être. Partagez-la aussi à une personne qui cherche sa place. Partagez-la à une personne qui pourrait trouver ici une réflexion plus utile pour son propre chemin. Car c'est probablement la meilleure manière de soutenir ce travail. Et si vous découvrez la chaîne, pensez à vous abonner. Non pas simplement pour faire monter un chiffre, mais pour continuer à faire vivre cet espace de réflexion, d'apprentissage et de transmission que nous construisons ensemble. N'hésitez pas également à me proposer des sujets dans les commentaires, je lis énormément de vos messages et beaucoup de futures vidéos naissent directement de vos questions, de vos expériences et de vos interrogations. Dites-moi ce que vous aimeriez voir aborder, dites-moi les sujets qui vous parlent, les sujets qui vous interpellent. Dites-moi les thèmes que vous aimeriez approfondir. Cette chaîne existe aussi pour cela. Elle existe pour partager, elle existe pour réfléchir ensemble, pour avancer ensemble sur le chemin. Merci du fond du cœur pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci pour votre présence et souvenez-vous d'une chose, le magnétisme ne commence pas dans les mains, il commence dans la présence. Paviv Obiscum.